ce que le Congo avait le budget le plus élevé des pays de la zone franc hors de la France. Ça dépassait les 4 000 milliards. Et nous avons engrangé autant d'argent. Nous avons déclaré que nous avions des excédents budgétaires. Nous avions déclaré que ces excédents budgétaires étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'un audit devait être fait chaque année. Nous nous sommes lancés dans une très mauvaise politique de choix des investissements avec le cas frappant que vous connaissez bien, ce que l'on appelait la municipalisation accélérée. Essayez de comparer les chiffres. Celle du pool a été évaluée à 525 milliards. Celle des plateaux à 438 milliards. Celle de la cuvette ouest à plus de 400 milliards. Mais les résultats sur le terrain, vous les savez. Et quand nous disions aux Congolais qu'il n'était pas normal que dans un pays comme le Congo, on veuille construire un palais présidentiel dans chaque chef-lieu de département, qu'on veuille construire un aéroport dans chaque... Bon, on disait, nous étions des aveugles, on ne voyait pas. Mais cette politique nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, avec la question principale que nous nous posons, où est passé l'argent du pétrole? Et on déclare l'année 2017 comme l'année de rigueur et de vérité. Et au cours de l'année de rigueur et de vérité, il semble que nous ayons menti au Fonds monétaire international en disant que nous avions 77%, notre dette s'élevait à 77% du produit intérieur brut, alors qu'on découvre que c'est au moins à près de 120%, qui traduit en fait quoi? Un manque de discipline. Parce que nous n'avons même pas respecté les critères qui sont recommandés au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous n'avons même pas respecté ce sur quoi nous nous sommes entendus avec le Fonds monétaire en accédant au point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très en ligne. Et aujourd'hui, cette situation a un impact très fort. Les retraités sont à 8 mois sans avoir pu toucher leur pension. Les travailleurs du CHU sont à 3 mois sans salaire. Et j'insiste sur le CHU, puisque dans le même temps, nous avons pris la décision de construire 12 hôpitaux généraux départementaux. Et si nous avons du mal à en gérer un, comment nous ferions pour en gérer, je ne dirais pas seulement 12, puisqu'il faut ajouter à ça l'hôpital d'Oyo, et un certain nombre d'autres structures. Si nous avions du mal à gérer un, comment nous ferions? Et si nous sommes dans l'incapacité, nous avancerions difficilement. Les étudiants, je crois que vous avez été surpris d'apprendre que la commission d'attribution et de renouvellement des bourses pour l'année universitaire 2016-2017 s'est tenue au mois d'août. C'est-à-dire au moment où beaucoup d'universités fermaient leurs portes. Et la question qu'on peut se poser, comment les étudiants ont fait? Comment ceux qui sont à l'extérieur, et pour vous qui êtes en France, comment les étudiants ont fait pour terminer leur année et comment avancer? Donc, la situation du CHU, vous avez suivi. Cogelo, vous savez. Le CFCO, vous savez. Les droits des travailleurs des entreprises liquidées. Vous connaissez la situation. Et la question que les gens se posent, comment on a eu autant d'argent et qu'on n'a pas été capable de résoudre tous ces problèmes? Comment on a eu autant d'argent? On a dégagé des excédents budgétaires et on se retrouve à un niveau d'endettement qui nous qualifie. Et l'endettement, c'est quand même le plus grand défi. Parce que qu'est-ce qui nous a déterminé avant d'aller au Fonds monétaire pour régler ce problème de l'endettement? C'est que le Congo avait pratiquement le ratio en termes de dette par tête d'habitant le plus élevé au monde. Et nous avions décidé en termes de problématique de dire, si nous ne réglons pas le problème de la dette, le Congo n'a aucune perspective d'avenir. Et malheureusement, nous en sommes. Et c'est là où je me pose la question, qui est fondamentale, à laquelle chacun de nous doit réfléchir. Le Fonds monétaire peut-il réellement apporter la solution à la crise que connaît le Congo? Et si c'est oui, à quelles conditions? Voilà ce qui doit intéresser les Congolais. Et c'est pour ça que je dirais, pour clore ce chapitre, si les Congolais ne sont pas capables de faire le diagnostic de la situation de crise, c'est-à-dire de bien déterminer les causes de cette crise,
nous ne trouverons pas les bons remèdes. Si je vais dire au médecin que je souffre du palu alors que j'ai peut-être une angine, on a beau m'administrer le traitement du palu, je ne guérirai absolument rien. Donc nous avons ce débat avec le fonds, et dans l'esprit de beaucoup de Congolais, la relâcher avec le fonds signifie que dès qu'on signe, alors les salaires vont commencer. Mais nous nous trompons. Le rapport avec le fonds, il faut expliquer aux Congolais. Vous avez fait des sacrifices, vous n'avez pas fini de les faire, mais il vous faut encore d'autres sacrifices. À quel prix et comment nous allons essayer d'avancer? Aujourd'hui, le Congo a la présidence du comité des réformes économiques au niveau de la CEMAC. Le Congo a eu jusqu'à la fin du mois d'août la présidence de la CEMAC. Et le Congo a la présidence du comité ministériel des ministres des Finances. Donc nous avions pratiquement tous les outils qui devraient nous permettre de bien avancer dans la négociation. Mais aujourd'hui, vous savez bien, le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la RCA sont déjà en négociation très avancée. Des accords ont été signés, il y a déjà eu des apports financiers, etc. Mais le Congo, à mon avis, est comme la charrette de la roue. Et nous ne sommes pas encore sûrs d'y avancer. Donc nous avons ce problème. La question, comment nous allons faire pour en sortir et comment nous allons avancer. Et avant de conclure, moi je dirais qu'il nous faut être responsables, bien déterminer les causes, sans complaisance. Sans complaisance. Lorsqu'on déclare à Brazzaville que le Congo n'est pas exempt de corruption, de détournement de fonds, etc., et que dans la réalité, on interpelle les dirigeants, on dit que ce sont les dirigeants qui sont interpellés, et jusque-là, aucun dirigeant n'est interpellé. Comment voulez-vous? Cette impunité, comment voulez-vous? Notre gouvernance, je ne parle pas seulement de la gouvernance électorale, mais politique, économique, administrative, comment se présente-t-elle? Vous avez suivi les résultats du recensement fait par le ministre de la fonction publique. Il y avait 13 000 fictifs. Aucune responsabilité n'est établie. Mais comment on peut devenir fictif dans une fonction publique, dans un pays sans qu'une responsabilité ne puisse... Et comment on va avancer si on ne marque pas l'arrêt pour qu'on puisse... Donc, bref, voilà un peu le tableau. C'est pour ça que moi j'ai dit, le Congo a des défis. Le premier défi et la première question que moi je me pose, et je souhaite que chacun de nous se pose, est-ce que nous aimons réellement notre pays? Deuxième question, pour nous autres, pour notre génération, ceux qui nous précèdent, ceux qui viennent, quel Congo nous allons laisser à nos enfants? Est-ce le Congo de la dette, le Congo des gages pétroliers, le Congo de la malgouvernance? Quel type de Congo nous allons laisser à nos enfants? Et quel est l'héritage que nous allons leur léguer? La situation est véritablement difficile. Mais je pense, au-delà de tout, il faut que le combat que nous avons choisi de mener, que nous considérons qu'il est noble, il n'est pas facile, mais il faut que nous le poursuivons. Nous le faisons, pas pour chacun de nous, nous le faisons pour le Congo. Et il faut que nous aboutissions. C'est pour ça que moi je parle, quand je parle du dialogue, mais je dis, quelle que soit l'issue qu'on trouvera à la crise, je suis de ceux qui pensent que la réconciliation nationale passe avant tout. Et il faut que ce peuple qui a prouvé par le passé qu'il est capable de s'asseoir, de regarder sa situation, de faire l'introspection, puisse le faire contribuer tous ces enfants, toutes ces intelligences que vous constituez ici, pour que nous allions de l'avant. Maintenant, il y a d'autres problèmes. La restauration de la démocratie, le règlement de la problème de la gouvernance électorale, de la gouvernance tout court, le problème de la gouvernance par la terreur et le mépris des droits de l'homme. Tous ces défis, nous devons être capables de les inventorier, de les résoudre et d'aller de l'avant. Donc, pour conclure, je m'excuse si j'ai été assez long, notamment sur cette partie économique, sociale et financière. Je dirais, le Congo va très mal, mais nous n'avons aucune raison de désespérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au front. Hier, j'ai reçu des coups de fil où on me dit, aujourd'hui, la plupart des syndicalistes sont pratiquement en insécurité. La grève qui est autorisée par la loi fondamentale, on ne peut pas la faire, que ce soit au CHU, que ce soit à l'université, etc. Vous voyez à travers les réseaux comment... Mais c'est dans cette situation que nous devons mener notre combat. Parce que c'est un combat qui est juste, c'est un combat qui est noble. Et moi, je suis sûr
que si nous sommes unis, tout en louant les efforts que vous faites ici au niveau de la diaspora, et si nous travaillons pour fédérer nos énergies, pour fédérer nos efforts entre ce qui se fait à la diaspora et ce qui se fait au Congo, je pense que nous pouvons aller de l'avant et apporter un salut à ces pays qui en a véritablement besoin. Mais j'ai choisi par terminer par une note. C'est celle d'interpeller la diaspora sur la situation du pool, non pas sur l'aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, mais sur l'aspect humanitaire. Les parents, les frères, les amis du pool ont besoin également qu'il y ait un sursaut humanitaire. Ces parents n'ont parfois plus de vêtements, ils n'ont plus parfois plus rien du tout. Et il est bon, au-delà des petits efforts qui sont faits ici et là au Congo, que je puisse profiter de l'occasion que vous m'offrez pour que j'interpelle la diaspora pour que ce soit un acte de travail. Voilà mes chers frères et mes chers amis. Bien, voilà la deuxième séquence achevée. La première ayant été l'introduction liminaire que j'ai faite. La deuxième séquence, c'est celle qui vient de se dérouler. Le ministre a fait sa communication. Nous en arrivons à la troisième séquence, qui doit être la plus disciplinée possible. Notre camarade Bafimba va maintenant prendre les noms des frères, des sœurs, des camarades qui voudraient poser des questions au ministre. Il faut qu'elle soit la plus disciplinée possible. Nous avons le temps, nous en avons jusqu'à 18 heures. Il n'est pas interdit à quelqu'un de parler une, deux fois. Et quand il a fini, il attend la deuxième rotation, la troisième, pour reposer notre question. Bien, les jeux sont ouverts. La parole vous est donnée. Alors, il faut d'abord que nous nous entendions. Est-ce que ça se fait ranger par ranger ou bien les gens lèvent la main de manière indifférenciée et ils posent leurs questions. Je ne sais pas pour vous demander d'utiliser le micro parce que dans le fond, on n'entend Vous n'entendez pas. Je disais que la deuxième séquence vient de s'achever. Le ministre a parlé. La première, c'était l'introduction liminaire que j'ai faite. Et la troisième séquence que nous attendions tous, c'est celle qui consiste à poser des questions au ministre. Maintenant, vous posez des questions. On fait tranche par tranche pour que tout le monde ne parle pas à la fois. On peut faire par tranche de 5, 5, 5. Je ne sais pas ce que ma fille m'en parle. C'est lui qui fait cette modération pour que nous avancions comme il faut. Bon, on fait une suggestion, hein, et on trouvera la meilleure formule. Je pense qu'on a 3 heures, comme l'a dit monsieur le ministre, enfin monsieur Wabari tout à l'heure. En 3 heures, il ne faut pas se limiter seulement aux questions, c'est pas une conférence de presse. Je pense qu'il y a questions et contributions pour que cet échange puisse nous permettre d'avancer. Donc, moi je suggère qu'on passe rangée par rangée, on prend 5 par rangée, et puis on remonte. Ça sera relativement discipliné, et puis on ira un peu plus vite. Je ne sais pas s'il y a d'autres suggestions. Moi j'ai une suggestion. Ah, tu vas intervenir, ok. On va aller... Oui, votre suggestion. Une contre-suggestion, je souhaiterais qu'on recueille d'abord les questions, parce qu'il y a certaines questions qui seront probablement transversales, et que par la suite, vous pourrez donner dans le mouvement des choses, dans la dynamique des choses, peut-être des contributions. Des réponses globalisantes. Et non de faire par table 5 personnes, à mon avis. Ceux qui sont prêts. On recueille d'abord les... La suggestion de M. Passy. Voilà. Bah, écoutez, peut-être que thématiquement, on peut voir si sur le volet social, il y a des questions à soulever dans le volet économique et autres. Je pense que ça peut se faire ainsi. Histoire de ok, bon, on va trancher. Je pense qu'on peut faire une synthèse. Le ministre Mirassa a abordé 3 sujets. Sujet politique, situation politique, sujet économique, social et financier, et puis la question du pool et des droits de l'homme. Alors, et puis il y a une introduction sur les questions générales, comment il est arrivé et autres. Je pense qu'effectivement, on peut aller thématique par thématique. Ça peut être question et contribution en même temps. L'essentiel est d'être concis.
de ne pas prendre 15 minutes et puis quand il y a un questionnement qui a été déjà abordé, ça ne sert pas de revenir sur le même... voilà. Je pense que là, on peut s'entendre. Non, je crois que la question politique et la question économique se tient. C'est une question une. Ok, d'accord, très bien. On va partir. On va partir. Alors, donc, les premières... je prends les premières rangées. Il y a monsieur... Diafouri. Ah, c'est madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Je n'ai pas vu votre main.